Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous allons aborder la question de savoir comment est perçue la situation actuelle du Burundi. Et pour avoir un peu plus de lumière, nous avons invité sur ce plateau de la télévision nationale M. Serge Nsabimana. Bonsoir. Bonsoir Serge, vous êtes de la diaspora burundaise et j'espère que vous allez nous faire un peu plus de lumière sur la situation du Burundi telle qu'elle est perçue au niveau de la communauté internationale. Je ferai de mon mieux. Merci d'être avec nous. Vous l'avez sans doute remarqué, le Burundi, si petit soit-il, ne laisse pas indifférente la communauté internationale. Ce qui se passe dans le pays suscite des interrogations et des interprétations. Pour les uns, il s'agit d'un conflit entre les Burundais, mais pour d'autres, sûrement qu'il y a une main invisible des étrangers. Monsieur Serge, est-ce qu'il y a une main invisible dans ce qui se passe au Burundi? Quand on analyse la situation du Burundi, on voit qu'il y a une mainmise de l'Occident. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela, qu'il y a une main mise de l'Occident dans ce qui se passe au Burundi? Ce qu'il nous faut dire, nous avons constaté depuis que le Burundi est sorti de la crise avec les accords d'Arusha et la constitution qui a été élue par le peuple, le président Pierre Nkurunziza arrive, il était considéré comme un président modèle dans la pacification du Burundi, dans le développement et la reconstruction. Et d'un coup, vers fin 2014, ça a changé directement. L'Occident a commencé à nous montrer comme quoi c'est un dictateur et c'est un président qui doit quitter le pouvoir. Ce que vous dites, c'est votre propre analyse ou il y a aussi des personnalités étrangères qui font la même analyse et qui ont la même vision que vous? Oui, il y a beaucoup de personnalités étrangères qui sont de même avis. Je peux citer à titre d'exemple, il y a une Américaine, Anne Garrison, qui a déjà analysé et montré la situation dans laquelle se trouve le Burundi. Il y a aussi le professeur belge Philippe Reygens. Il y a aussi le géopoliticien belge Luc Michel, qu'il a déjà analysé, fait part à ses analyses à maintes reprises. Est-ce qu'on peut avoir ce que dit Luc Michel sur la situation actuelle du Burundi? Oui, et je crois qu'on peut suivre ce qu'il dit sur la situation du Burundi. Il fait aussi de bonnes analyses. Si vous permettez, on pourra suivre. Maintenant, suivons donc ce que dit Luc Michel sur la situation actuelle du Burundi. Ce qui se passe au Burundi, la réponse est simple, ce sont les fruits d'une agression occidentale visant à changer le régime du pays. Les choses se dépassent avec des étapes bien claires. Il y a tout d'abord le sommet USA-African Leader de Washington, où le président Nkurunziza est désigné comme devant partir par Barack Obama. C'est le début de la descente aux enfers du pays. Les organismes américains comme l'AND et le NDI, ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, façonnent une opposition artificielle, notamment des groupes de jeunes, et le réseau d'ONG de George Soros se met également en action, notamment dans la création de médias hostiles au gouvernement. Il faut dire une première chose là-dessus, pour comprendre toute l'hypocrisie des Occidentaux, c'est que jusque-là, Nkurunziza était le président modèle en Afrique pour les chercheurs, pour les universités, pour les institutions américaines. Il a, au cours des 5 dernières années, reçu de nombreux prix, dont celle de plusieurs universités en Californie, comme chef d'État modèle de la pacification d'un pays et comme chef d'État modèle dans la reconstitution d'un État. Mais une fois le sommet de Washington avéré, ce chef d'État parfait devient un paria, un dictateur, un homme infréquentable. Nkurunziza, évidemment, refuse de s'incliner. Il y a à ce moment-là un premier conflit qui s'ouvre sur l'interprétation des accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile. Les accords d'Arusha disent que le président est élu pour 2 mandats, retenez ce terme élu. Nkurunziza, en fait, a été désigné comme président pour un premier mandat, précisément à Arusha, et il a été élu une seule fois. Il estime donc, c'est l'avis également des plus hautes autorités constitutionnelles du pays, qui, je rappelle, sont souveraines dans ce cas-là. Il ne peut pas accepter que
la constitution d'un pays soit discutée de l'étranger, de Washington, de Paris ou de Bruxelles, eh bien, donc, la constitution lui donnait le droit de se représenter. Des émeutes, c'est-à-dire une révolution de couleur rampante, sont lancées. Les médias occidentaux donnent l'impression que le pays est en révolte ou en déstabilisation. En fait, il se passe ce qui s'est passé en Ukraine fin 2013, début 2014, où le Maïdan au départ ne concernait que quelques quartiers de Kiev. C'est ce qui se passe à Bujumbura. La révolte ne concerne que quelques quartiers. Comme ça ne marche pas, comme le travail de Soros, de ces ONG, des groupes de jeunes financés, manipulés par les Américains ne fonctionne pas, la deuxième phase, c'est un coup d'État mené par un ancien chef des services secrets, très proche de l'Africom. Il est soutenu à nouveau par Paris, par Bruxelles discrètement. Toute la presse fait croire que le président est en fuite. En fait, le coup d'État est maîtrisé au bout de quelques heures et ça ne marche pas. Nkurunziza, imperturbable, se lance dans un processus électoral, municipal, législatif et présidentiel. Soulignons qu'il n'est pas, contrairement à ce que racontent les médias occidentaux et la presse africaine vendue à Soros, il n'est pas un homme isolé, puisque une dizaine de partis au Burundi soutiennent le processus électoral. Les élections se déroulent sans anicroche, tout se passe bien. Le chef de l'opposition décide d'ailleurs de reconnaître la légitimité démocratique du processus puisqu'il siège au Parlement et participe au débat. Et on passe immédiatement à la troisième phase. C'est celle, parce que vous savez que je n'ai pas peur des mots, c'est ce que j'ai appelé l'action des escadrons de la mort. On voit aussi bien dans le clan gouvernemental que dans le camp de l'opposition des figures éminentes être abattues, des attentats ont lieu. Il faut savoir que là-dessus, il y a une enquête qui est diligentée par le procureur général du Burundi. Et que dit cette enquête? Que des éléments étrangers sont en action. On en retombe évidemment dans un schéma à l'ukrainienne. On sait que la chute de Yanukovych a été favorisée par l'action de snipers. On a dit que ces snipers étaient aux ordres de Yanukovych, donc du président élu. On dit la même chose que les meurtres au Burundi sont commandités par le président. Une première chose, on ne voit pas très bien pourquoi il ferait abattre ses plus proches collaborateurs, et notamment le numéro 2 du régime, qui dirigeait les services secrets. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on crée artificiellement un climat de guerre civile, et qu'on veut relancer le processus qui avait conduit non seulement à la guerre civile, mais aux différents génocides des années 90. Le procureur général du Burundi, il est formel, il dit processus initié de l'étranger. Ce processus, soulignez-le, il est supporté par les pays occidentaux, Bruxelles, Paris, l'Union européenne et les États-Unis. On voit là une procédure de type néocolonial être mise en route. Il y a quelques jours, par exemple, l'Union européenne a convoqué le Burundi comme on convoque un élève devant un conseil de discipline ou comment on convoque un suspect devant un tribunal. Parallèlement à ça, une action de déstabilisation économique du pays est menée au travers de la manipulation de l'aide au développement. Le Burundi est un pays pauvre, il dépend en grande partie d'aide de l'Union européenne, de la Belgique, de la France, des États-Unis. Eh bien, ces aides sont suspendues, modérées, bloquées, de façon à créer de graves problèmes économiques. Aujourd'hui, on en est à la phase suivante, c'est celle de tenter de réactiver précisément le schéma qui a conduit à la guerre civile et au génocide. Le Burundi n'est plus le Burundi des années 90. L'armée est une armée nationale où sont représentés les Hutus, les Tutsis et aussi la troisième minorité qui sont des populations d'origine pygmée. C'est ce qui fait notamment que le coup d'État du mois de mai 2015 n'a pas fonctionné. Eh bien, on essaye de l'étranger pourtant à réactiver ça. On agite artificiellement, notamment par les groupuscules de jeunes, les quartiers où les Tutsis sont majoritaires dans la capitale. On fait attaquer les casernes par des groupes de jeunes Tutsis, comme cela vient d'avoir lieu il y a 48 heures. Le but de tout ça, c'est de recréer un climat de tension ethnique et d'espérer évidemment
que le régime, qui est à majorité Hutu, mais avec une association de nombreux Tutsis et de Pygmées au pouvoir, fera l'erreur de retomber dans une situation de tension ethnique. Ce n'est pas le seul pays, ça sera ma chute, où les Occidentaux jouent cette carte vicieuse, cette carte criminelle des tensions ethniques. On a le cas de l'île de Bioko en Guinée équatoriale, où se situe la capitale Malabo. Eh bien, sur l'île de Bioko, on réactive des tensions ethniques qui n'étaient pas apparues depuis 1968. Une grande firme multinationale américaine du pétrole soutient un mouvement autonomiste de la minorité Bubi, la population étant majoritairement Fang sur l'île de Bioko et en Guinée équatoriale. Des émeutes artificielles sont organisées. C'est le même schéma qui est à l'œuvre au Burundi, qui a été mis en place également en Centrafrique ou au Mali. C'est la guerre de tous contre tous, c'est le choc des civilisations, c'est le choc des ethnies. Il est temps que l'Afrique arrête de se laisser manipuler par la criminelle politique occidentale. Nous venons de suivre les propos de Luc Michel. Il affirme que ce qui se passe au Burundi est une agression visant à changer le régime du pays avec des étapes bien claires. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il ose affirmer qu'il y a une agression occidentale sur le Burundi? Et c'est ça, nous venons de suivre. Vous avez vu comment il a prouvé, et avec des exemples et analyses à l'appui, que ce qui se passe au Burundi, c'est une agression occidentale qui vise à changer le régime du Burundi. Et il a montré comment on a créé une opposition artificielle, comment on a créé les médias hostiles au gouvernement. Il a montré quand ça a commencé avec le sommet des USA avec les leaders africains où les États-Unis ont montré qu'ils voulaient chasser le président démocratiquement élu du Burundi, Nkurunziza. Comment on a activé les réseaux des ONG dans certains George Soros, ainsi que les vitrines légales de la CIA, la NDI et la AND. Et avec ces analyses, on voit la création de tout ça, de l'opposition artificielle, les médias hostiles au gouvernement, comment ça s'est suivi, les émeutes, les escadrons de la mort, les coups d'État, la manipulation des aides, créer un climat de guerre civile qui peut mener même à un génocide. Nous l'avons suivi tous ici au Burundi. Entrons en détail dans ce que dit Luc Michel. Il dit médias hostiles au Burundi. Est-ce que pour vous, il y a eu des médias hostiles au Burundi? Oui, il y a eu des médias hostiles au Burundi. D'ailleurs, récemment, vous avez vu la télévision française France 3, l'extrait qu'ils ont montré qui était vraiment très violent et macabre sur le Burundi, alors que c'était des images qui ont été prises ailleurs. Vous avez vu France 24 quand il y a eu la création de la rébellion avec un rwandophone à la tête, un certain général Moïse. On suit ce qu'on dit sur RFI, etc. Donc avec ces analyses et ces exemples, on voit vraiment qu'on a créé des médias hostiles au Burundi qui diffusent de fausses informations pour manipuler les décideurs au niveau international, les induire en erreur dans la prise des décisions, tandis que la situation au Burundi est bonne. Selon Luc Michel, le président Pierre Nkurunziza a refusé de s'incliner et il dit que c'est un président imperturbable. Est-ce que pour vous, il a refusé de s'incliner? S'incliner à quoi? Le président Nkurunziza, c'est un président exactement imperturbable qui reste près de son peuple, qui s'attelle au développement de son pays, le Burundi, et parce que les Occidentaux et certaines puissances ont essayé de faire des pressions pour qu'il quitte le pouvoir. Mais lui, il continue parce qu'il a le pouvoir d'une manière légale. Il a passé aux élections. Son gouvernement
est légitime et légal, donc il ne voyait pas pourquoi on faisait des pressions sur lui pour qu'il quitte le pouvoir. Un président qui refuse de s'incliner, un président imperturbable, est-ce que pour vous c'est une qualité ou c'est un défaut? Je pense que c'est une qualité ici en Afrique, parce que il y a, comme dit Michel le fustige, le comportement néocolonial des Occidentaux qui essaient de manipuler des dirigeants africains au détriment de leur peuple et de leur pays. Et donc c'est en qualité, je pense que le Burundi va changer pas mal de choses sur l'échiquier africain et international. Luc Michel semble se réjouir du fait que le coup d'État a échoué. Et pourquoi il semble se réjouir? Je crois que ça a été une bonne chose parce que le Burundi, c'est un pays qui sortait de plusieurs années de guerre après les accords d'Arusha. Et s'il y avait eu coup d'État, vous voyez tout ce qui allait suivre. Le peuple burundais allait s'entretuer et on allait retourner en arrière alors que nous sommes en démocratie. Et Dieu merci que les forces de défense et de sécurité ont été professionnels pour la première fois de l'histoire du Burundi en disant non au coup d'État. Et puis, Luc Michel affirme que le président n'est pas allé aux élections comme un président isolé. Est-ce que c'est votre constat aussi? C'est notre constat et je pense que c'est le constat de tout le monde parce que le président Nkurunziza a continué le processus électoral et qu'une partie de l'Occident ont essayé de saboter et ont trouvé le parti au pouvoir et d'autres partis, plus d'une dizaine. Au Burundi, il y a 43 partis agréés, mais presque tous les partis ont participé dans des élections. D'ailleurs, le chef de l'opposition, il siège au Parlement, il est même vice-président de l'Assemblée nationale. Donc le président Nkurunziza n'est pas isolé et il y avait beaucoup de candidats à la présidence de la République aux élections. Dans son intervention sur Afrique Média, Luc Michel a fait une comparaison entre ce qui se passe au Burundi et ce qui s'est passé en Ukraine. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi il a fait cette comparaison? Parce que vous savez, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé en Ukraine, on ne sait pas pourquoi il fait cette comparaison, ce parallélisme. Oui, et justement, pour ceux qui suivent l'actualité européenne, nous avons vu comment en Ukraine, on a commencé par des manifestations et puis des émeutes, une sorte, comme il le dit, de révolution de couleur, où on a chassé un président et un gouvernement élu pour imposer d'autres personnes. Donc je crois que l'exemple colle bien avec ce qui s'est passé au Burundi. On a essayé de commencer par la création d'une opposition où c'est un conglomérat des activistes de la société civile et certains politiciens en perte de vitesse qui n'osent pas se présenter devant le peuple et des émeutes et un peu un climat de guerre civile pour empêcher qu'on aille aux élections. Donc ça se ressemble vraiment ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pour ça qu'il essaie d'éclairer des Burundais et des personnalités de la communauté internationale pour que ça ne se reproduise pas. Quand il parle du comportement des Européens, Luc Michel constate et regrette que l'Union européenne ait convoqué le Burundi comme on convoque un élève devant un conseil de discipline. Est-ce que ce n'est pas une exagération, cette comparaison-là? Je ne crois pas que c'est une exagération parce que si on voit comment ça s'est déroulé, ça a violé les procédures de l'Union européenne et avec les pays ACP. Et d'ailleurs, on a vu que l'entretien, c'était comme on convoque un élève dans le conseil de discipline, comme il le dit si bien, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'argumentation des représentants du gouvernement du Burundi. Il y avait même dans la réunion des représentants des pays amis du Burundi ont intervenu
et notamment l'ambassadeur de la Tanzanie auprès de l'Union européenne, du Gabon et de l'Angola. Ils ont décrit comment est la situation. Et d'ailleurs, vous avez vu que juste après la réunion, l'Union européenne, le communiqué était déjà fait à l'avance, qui a été diffusé, que d'ailleurs les pays ACP n'ont pas voulu signer parce que ce n'était pas correct. Je crois qu'ils n'exagèrent pas. Luc Michel parle de médias hostiles, il parle de création d'une rébellion artificielle, mais il parle aussi d'une déstabilisation économique du Burundi à travers la manipulation de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a manipulation de l'aide et pourquoi il y a déstabilisation économique du Burundi? Pourquoi il parle de cela? Oui, c'est vrai qu'il y a... Parce que le Burundi, c'est un pays du tiers-monde, un pays pauvre qui dépend en grande partie des aides des puissances et de l'Union européenne. Et vous avez vu un peu avant le processus électoral que l'Union européenne a coupé les aides et que l'Union européenne a donné au Burundi. Donc on voit qu'il y a une manipulation des aides pour que le pays sombre, que les gens se révoltent. Et ce n'est pas correct à l'endroit d'un pays pauvre comme le Burundi, qui est démocratique, qui va aux élections par rapport, même le professeur Philippe Regens le disait, de l'université d'Anvers, que le Burundi a eu des avancées remarquables par rapport à d'autres pays ici dans la région. Donc c'est injuste de couper les aides. On devrait plutôt aider le Burundi. Et comme le Burundi c'est un pays pauvre, de s'en sortir. Revenons sur les aspects politiques de son intervention. Luc Michel dit que tout est fait pour recréer un climat de tension ethnique au Burundi. Est-ce votre avis? C'est notre avis parce que quand on voit, comme il a dit, cette agression occidentale, tout a été bien préparé. On voit comment ça se suit. Et on a vu maintenant qu'il y a même des snipers dans les quartiers, des escadrons de la mort. Et on essaie de manipuler en soi-disant génocide qui prend sur le Burundi. Tout ça, c'est pour essayer de manipuler le peuple burundais qui commence à s'entretuer. Et on trouve que ce n'est pas correct à l'endroit d'un pays paisible comme le Burundi qui a essayé de sortir de la crise après tant d'années de guerre. Notre émission touche à sa fin. On va aborder la dernière question. Luc Michel dit qu'il est temps que l'Afrique cesse de se laisser manipuler par les Occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il fait cette affirmation? Est-ce que c'est une affirmation qui est fondée? Je pense que l'affirmation est fondée depuis les indépendances des pays africains. L'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, ils continuent toujours de manipuler l'Afrique, d'essayer de choisir les dirigeants qu'ils veulent mettre au pouvoir en Afrique, en contradiction avec la volonté du peuple. Je crois que les Africains devraient ouvrir les yeux pour prendre le destin de leur pays en main. Monsieur Serge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être vous avez aussi un dernier mot à dire à ceux qui sont en train de suivre cette émission. Mon dernier mot, c'est d'abord des remerciements à la communauté internationale qui continue d'assister le Burundi et surtout l'East African Community qui est toujours auprès du Burundi. Et personnellement, je suis confiant que le tribunal de l'histoire jugera ces gens qui financent et massacrent les Burundais dans leur diversité ethnique respectable. Et je suis particulièrement reconnaissant à la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Et je reste convaincu que la réponse ou la solution des problèmes burundais se trouve dans un dialogue inclusif des Burundais, tandis que le seul chemin qui mène au pouvoir reste les élections. Merci. Merci Serge d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est donc ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi.